D'accord, ok, c'est bon. D'accord. Là, ça devrait être bon, là, normalement. C'est bon. Dans quelques secondes. Je crois que c'est bon, normalement. A priori. Ouais, c'est parti, là, normalement. Ouais, ouais, ouais. Donc, je vais partager sur ma page. Voilà. Normalement, c'est bon, hein. C'est commencé. Je vais juste essayer de partager sur ma page à moi. Ouais, c'est bon. Je le partage et on commence. OK. C'est bon. Ok, c'est parti. Alors, Sébastien, salut. Bonjour. Enchanté, moi aussi, c'est Sébastien. Bonjour Sébastien. Alors, on va se présenter d'abord, et puis après, on va tester ou l'inverse. On va te présenter. Moi, je suis prof de SVT en Guadeloupe depuis. Enfin, ça fait 6 ans que je suis en Guadeloupe, et ça fait 20 ans que je suis enseignant. Et on a créé avec des copains un café des sciences en Guadeloupe depuis quelques mois. Et on a fait la continuité, en fait, sur la chaîne, sur une chaîne YouTube pendant le confinement. Et là, on est en train de continuer. Et comme tu as pu voir, on a pu avoir pas mal de personnes très intéressantes et très sympathiques pour parler de cette crise et parler d'autres choses aussi. En tout cas, à chaque fois dans le domaine, principalement le domaine scientifique. Je vais laisser Arnaud se présenter. Alors bonjour, donc moi je suis Arnaud Longueville, professeur de biotechnologie en Guadeloupe aussi. Donc moi je suis nouveau prof, ça fait 2 ans et demi que je suis prof. J'ai un master en biotechnologie bioindustrie, j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie agroalimentaire et je me suis, on va dire, reconverti pour faire de l'enseignement depuis 2-3 ans. D'accord. D'accord. Ben, moi, je suis Sébastien Tessier. Voilà. Donc, je suis virologue. J'ai été formé à l'Institut Pasteur. J'ai eu mon doctorat en 2006. J'ai travaillé pendant 14 ans sur des papillomavirus et des cancers du col de l'utérus. Ma formation, c'est une formation de microbiologiste générale, mais très axée virologie. Donc, j'habite à Singapour depuis 14 ans. C'est ça. J'ai travaillé dans deux instituts différents. Donc, le premier, c'était IMB, Institute of Medical Biology. J'ai donné des cours aussi de virologie à l'université NTU pendant 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Donc, c'était vraiment très, très spécifique sur les papillomavirus et sur les virus en général. Donc, un peu d'épidémio et l'avancée des traitements avec l'avancée du vaccin à l'époque, tout ça. Et donc maintenant, je travaille à SRIS, Skin Research Institute of Singapore, même si je suis toujours à 25% à IMB. Donc j'ai travaillé sur pas mal de projets de recherche, en fait, en collaboration avec l'industrie d'autre part. J'ai pas mal travaillé sur la bioéthique, d'ailleurs, sur la manière de gérer les essais cliniques et essayer de rendre un petit peu tout ça éthique, protéger les patients, ce genre de choses. Et là, maintenant, on a créé le comité scientifique de l'ambassade à Singapour pour gérer la crise. Donc, on a créé ça devait être au mois de mars, c'était mi-mars. Voilà. Et donc, on discute assez régulièrement avec nos homologues en France, à Caire, tout ça, sur l'avancée de la crise, sur la compréhension qu'on a de la maladie, essayer un petit peu de créer des collaborations et de rendre un peu une synergie de
tous les projets de recherche parce que c'est quand même une première mondiale et on a des moyens et toute la recherche mondiale se focalise sur le sujet en ce moment. D'accord. Alors, j'ai un petit peu, j'ai vu que tu avais écrit un livre aussi. Oui. Tu es écrivain, j'ai vu un peu que tu avais écrit un bouquin de science-fiction, enfin, c'est ça, hein? C'est un thriller scientifique, exactement. Thriller scientifique, pardon, ouais. D'accord. Ok. Bon, Ouais. désolé, j'ai pas oui. Ça a été une super expérience. Mais apparemment, il a eu parce qu'il a eu du succès, il a eu un prix, en fait, c'est ça, hein? Oui, il a été primé au Festival de Cognac en 2014. Ça a été un bon succès, les gens ont bien aimé. Disons que ce que j'avais voulu faire à l'époque, c'était un petit peu, à travers une histoire qui était un peu populaire et qui était assez allaitante, introduire un petit peu des notions de génétique, de biologie qui sont un petit peu pointues et qui sont souvent inaccessibles au niveau de la population. Donc j'essaie un petit peu vulgariser, de faire passer des messages à travers un roman et ça a eu son petit succès, ça a assez bien marché. Ok. Alors, je vais te poser une petite question un peu personnelle, j'aime bien la poser. C'est qu'est-ce qui t'a amené vers le métier que tu as actuellement, vers la profession ou le domaine dans lequel tu travailles actuellement? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors j'ai commencé, donc je suis de Marseille. Voilà, j'ai commencé donc mes études à Marseille. Très vite, j'ai eu en fait un intérêt pour la microbiologie. J'avais postulé, j'ai été pris à un magistère de biotechnologie à Paris. Donc ça s'est décidé assez vite. C'était à Paris Sud, à Paris 11, à Orsay. Là, j'ai justement pu rentrer vraiment dans le vif du sujet, un petit peu tous les aspects de la microbiologie, c'est-à-dire que ça soit aussi bien les maladies que tout ce qu'on peut faire en biotechnologie, que ce soit les incubateurs, tout comme ça. Donc, j'ai mis du temps en fait à choisir, et puis au fur et à mesure que les études ont avancé, j'avais vraiment un intérêt J'avais du mal à choisir en fait entre j'étais assez passionné par la biologie moléculaire, par la biochimie et par les mécanismes qui étaient liés au cycle cellulaire et au cancer. Et j'avais une grande passion aussi pour la microbiologie, pour la virologie. Et c'était surtout l'aspect en fait évolution qui m'intéressait aussi dedans, parce que la théorie de l'évolution, c'est la théorie en biologie. Tous les organismes vivants s'articulent autour de la théorie de l'évolution. Et les virus étaient des modèles assez pertinent. Et donc, j'avais postulé en DEA à l'Institut Pasteur. J'avais fait plusieurs laboratoires. J'avais été pris à l'Institut Pasteur. Justement, je n'avais pas eu besoin de choisir. C'était papillomavirus et cancer. C'était exactement ce qui m'intéressait. Et ça soit des modèles. Et puis, le sentiment aussi de travailler sur quelque chose qui était quand même assez utile, parce que c'était une maladie. C'est une maladie qui fait toujours 500 000 cas par an, 250 000 décès. C'est quelque chose qui est important, qui a de vraies implications. Et donc voilà comment j'en suis venu, c'était tout un cheminement. D'accord. C'était pas très cadré au départ, c'était un cheminement vraiment. D'accord. Et j'ai vu que tu étais à Paris 11, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, moi, j'étais à Paris 11 aussi, moi. J'ai eu mon CAPES là-bas, en fait. Enfin, à l'UFM de Paris, d'Orsay, justement. On a peut-être eu des profs en commun, je ne sais pas si tu as eu. C'est très possible, il faut qu'on en parle. On en parlera. François Ramade, Pierre-Henri Gouillon, je ne sais pas si tu as eu cela. Ah oui, Pierre-Henri Gouillon, ça a été. On en parlera. Ça a été une énorme expérience. Ouais. Pierre-Henri Gouillon. Ouais. C'est pas mon copain, moi, mais. C'est vrai. J'ai travaillé dans son laboratoire, mais on en reparlera peut-être, c'est pas grave. Okay. Mais non, enfin bon, c'était pas. Mais c'est par rapport à maintenant, à ce qu'il véhicule comme. Alors, je l'ai un peu perdu de vue. Je le connaissais pas personnellement. Je le connaissais vraiment à travers ses cours et à travers. D'accord. À travers voilà, la génétique des populations et ces théories qui n'étaient pas que les siennes. Hein, oui, c'est ça. Voilà. Bon, on en parlera peut-être, c'est pas grave. C'est pas le sujet de toute manière. En fait, je voulais on voulait, comme tu étais, donc tu fais partie, alors, quelle a été ta fonction là pendant toute cette, est-ce que tu pourrais définir la fonction que tu avais
pendant toute cette crise-là, qui n'est pas terminée, hein, mais pendant toute cette période de confinement, etc., qu'est-ce que tu as… Au niveau de l'ambassade, ça a été vraiment de l'analyse de la situation, que ce soit alors le rôle ce que j'ai fait moi, j'ai pas mal regroupé les informations parce qu'il y a un nombre de publications d'informations incroyables qui ont été publiées pendant cette période sur le sujet, des informations qui par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, qui n'étaient pas toutes extrêmement fiables, on l'a vu. Même si elles étaient publiées, il y avait des préprints, donc tout passait pas par les comités de revue parce qu'il fallait absolument aller vite. Donc du coup, voilà, j'ai essayé d'un petit peu traduire les cibles thérapeutiques, les organes qui étaient touchés, donc l'avancée de la compréhension du Covid-19, parce que la Covid-19, très vite, on lui a donné une maladie, on l'a associé, maladie respiratoire, tout ça, mais aujourd'hui, on voit qu'en fait, le spectre d'infection est extrêmement large. Les symptômes sont… on n'a toujours pas fini de comprendre ce qui se passe. Et puis, on a même la notion même de guérison, parce que statistiquement, on doit donner des informations, le pourcentage de personnes contaminées, donc le pourcentage le nombre de personnes qui sont guéries, décédées de quoi, et puis même la notion même face à une nouvelle maladie comme celle-là, qu'est-ce que ça signifie être guéri? Un des exemples qui a été le plus parlant, ça a été le fait de retrouver… D'autant plus qu'il y a beaucoup de séquelles. Maintenant, on découvre qu'il y a beaucoup de séquelles. Exactement. Donc, du coup, on était parti, à juste titre, parce que les coronavirus sont des maladies respiratoires, mais on était parti vraiment sur les symptômes respiratoires parce que c'était les premiers à avoir été identifiés. Mais on s'est rendu compte que le virus infecte l'endothélium, on suspecte le cœur, alors on l'a trouvé dans le foie, dans les reins, donc tout l'aspect circulatoire, dans le système nerveux, c'est toujours pas clair. Donc en fait, même la notion même de guérison, on a réussi on a assez bien caractérisé la période où on arrête d'être infectieux, mais ça signifie pas qu'on était vraiment guéri pour autant. Donc voilà, parce que face à une crise pareille, et puis la vitesse à laquelle ça s'est propagé, il fallait prendre des décisions assez rapides, aussi éclairées que possible. Et le problème, c'est que dans une situation pareille, on découvre la route en même temps qu'on fait le voyage, quoi. Et donc il fallait être assez vite et assez rapide, analyser les courbes, les tendances, savoir si les décisions qui ont été prises étaient bonnes, voilà, l'analyse de la situation. Et puis on faisait des rapports à l'ambassadeur, qui faisait des rapports à la population, qui communiquait avec la France. Voilà, donc on faisait vraiment un rôle d'intermédiaire. On analysait la situation à Singapour, on donnait notre lecture de ce qui se passait en France. Et voilà. Enfin, je dis ça au passé, alors qu'on continue. On a encore notre dernière réunion. Ah oui, c'est ça. C'est pas terminé. D'accord. Ouais. Alors justement, l'idée c'est de faire un peu un bilan, essayer de faire un bilan. On essaie de faire tout le temps des bilans d'ailleurs. Depuis que ça, on essaie de faire des bilans depuis le début et on a du mal à en faire. Mais est-ce que quels sont pour toi les points positifs et négatifs qu'on peut tirer de cette pandémie sur le plan scientifique et sur le plan même, pourquoi pas, politique aussi? Je dirais que les deux sont vraiment très très liés parce que alors en virologie, alors là si je peux dire quelque chose justement qui est positif, alors qui est positif, c'est qu'on a réalisé l'importance de la recherche en virologie, de se tenir vraiment informé. La virologie, c'est quelque chose qui est assez particulier et c'est très difficile de l'évaluer scientifiquement parce que mettre en place des systèmes de veille sanitaire, voilà, alors des systèmes de surveillance, on en a, mais des systèmes vraiment de compréhension, de surveillance des virus, de ce qui se passe dans la nature, en gros les chasseurs de virus, essayer vraiment d'identifier ce qui se passe naturellement dans la nature. C'est quelque chose qui est assez difficile à évaluer scientifiquement. On a toujours besoin d'évaluer la science. En soi, c'est pas un problème. C'est très difficile d'évaluer la virologie. Alors moi, j'ai travaillé sur le papillomavirus, donc du coup, c'était une maladie qui provoque une maladie qui est constante dans la population. Mais il faut voir que, comme par exemple, voilà, pour le SARS,
il a apparu, il a frappé très fort, il a disparu. Et puis, donc, quel est l'intérêt de mener une recherche? Il y avait eu, il y a quelques mois, il y avait cette vidéo qui avait circulé sur Internet de ce groupe qui avait trouvé le brevet de l'Institut Pasteur, qui avait cloné tout ça. Et le type avait hurlé au complot comme quoi le virus avait été fabriqué. Mais ce brevet était représentatif de la difficulté de travailler sur la veille sanitaire en virologie. Parce que, d'ailleurs, ça m'avait permis de lire le brevet de Pasteur, qui avait été fait justement pendant que je travaillais là-bas, qui était un boulot assez brillant, il faut reconnaître. Donc, ils avaient fait des clonages, ils avaient vraiment découpé tout le virus, ils étaient prêts pour faire un vaccin, pour faire tout ça, sauf qu'on ne peut pas le tester, parce qu'il n'y avait plus de cas. Et donc, du coup, réussir à évaluer on travaille vraiment avec l'aveugle dans la veille sanitaire, et je pense qu'aujourd'hui, le monde, enfin, je suis même sûr, hein, là, la question ne se pose même plus. Je pense que le monde a réalisé l'importance d'avoir une recherche en virologie qui soit de pointe, qui soit financée. Et, parce qu'aujourd'hui, la recherche, on a souvent tendance, ça fait une quinzaine d'années que c'est comme ça, on a toujours tendance à vouloir la rendre absolument rentable. Ce qui en soi n'est pas un problème, c'est le fait de vouloir généraliser la rentabilité qui est problématique justement pour tout ce qui est santé publique. Et dans le cas de la Covid-19, très clairement, on n'était pas prêt. Alors, on n'était pas prêt à plein de niveaux en Occident. On pensait que ça ne pouvait pas arriver, on pensait que ça ne pouvait pas devenir global. Ça a vraiment secoué très, très violemment tout ce qu'on considérait comme acquis et qui était basé finalement sur pas grand-chose. À la différence en Asie, l'Asie a été secouée très, très sévèrement plusieurs fois par des épidémies. Je pense qu'en Asie, on a été touché très violemment par le SARS. On sait ce que ça représente, ou du moins en local, une pandémie qui d'un coup se met à exploser. Donc ici, ils étaient relativement prêts à faire face à une situation inconnue, ce qui n'était pas vraiment le cas, de mon point de vue, en Occident. En Occident, on ne pensait pas qu'une pandémie pouvait devenir globale, c'était un thème de science-fiction. Personne de vivant n'avait jamais connu d'épidémie de cette ampleur. On parle tout le temps de la grippe espagnole, on est toujours en train d'estimer le nombre de morts parce qu'on se focalisait là-dessus, mais c'était devenu, selon moi, un thème qui n'était pas sérieux. Et le premier rempart qu'on a eu en Occident, c'est qu'on pensait qu'il y avait un Deus ex machina qui allait arriver, que ça allait jamais devenir global, qu'il y avait quelque chose qui allait l'empêcher. Parce que c'était basé sur l'expérience, c'était ce qui s'était basé sur le SARS, c'était ce qui s'était passé si on regarde bien, on a eu beaucoup d'histoires de l'enfant qui a appelé au loup. On a eu la vache folle, c'était pas un virus, on a eu H5N1, on a eu H1N1, on a eu le SARS, on a eu MERS. À chaque fois, on a eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait arriver, puis finalement, c'est pas arrivé. Et on a eu un peu l'impression on a tiré, je pense, des mauvaises conclusions. On a eu l'impression que, ça ne pouvait jamais vraiment arriver, et puis que si ce n'était pas arrivé, c'était qu'on était bon. Et en fait, ce n'était pas arrivé parce que ce n'était pas arrivé. Là, la Covid-19, le SARS-CoV-2 nous a montré que ce n'était pas un thème de science-fiction. Ça peut arriver, que ça peut devenir global. Comment tu l'expliques justement, cette pandémie, ça s'est passé avec le SARS-CoV-2 et pas avec le MERS, c'est pas avec le c'est difficile. Il y a toujours un facteur. On peut donner des explications. Il faut savoir que ce sont des hypothèses et elles seront probablement pas bonnes. C'est multifactoriel. Les coronavirus ont toujours été des virus multi-animaux. Ça ne veut pas dire que tous les animaux sont des réservoirs, mais en termes de vecteurs, c'est quelque chose qui peut déjà être problématique. Donc ça peut se répandre potentiellement assez facilement. Donc tout ça, c'était théorique. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas produit avec le SARS? Quand on regardait les premières courbes qui sortaient de Wuhan, on voyait que le SARS-CoV-2 était redoutable. Il se transmettait très vite. Et surtout, alors moi, ça avait été ma lecture dès le début, c'était que le virus semblait être relativement indépendant de son environnement. Quand je dis indépendant de son environnement, c'est qu'on a très vite, on a vu en Chine la courbe prendre une allure exponentielle. Il y a eu beaucoup de discussions
savoir si la Chine avait communiqué ou non les véritables chiffres, mais ce n'est pas important en épidémiologie. Réellement, le chiffre en valeur absolue, ce qui compte, ce sont les tendances des courbes, les pentes, les changements de pente. Et l'allure exponentielle qu'a pris le SARS-CoV-2 était assez alarmante par sa rapidité, mais aussi par le fait qu'on voyait le nombre de... en gros, si c'est l'environnement qui donne, qui infecte la population, on se retrouve avec une transmission qui est assez linéaire. C'est-à-dire, tous les jours, mettons, l'environnement, que ce soit les animaux, que ce soit tout ça, infecte 300 personnes. Bon, alors on va dire 100 personnes, au bout de 10 jours, on a 1000 personnes. Là, on est passé très vite à l'exponentielle, ce qui montrait que le nombre de vecteurs augmentait et chacun contaminait les gens. Ce qui a été, selon moi, un point qui a alarmé terriblement l'Asie, parce que ça, ils savaient, ça on s'est analysé. Et pourquoi est-ce que ce virus-là a eu cette capacité-là? Pourquoi est-ce que ça s'est déclenché à ce moment-là? Il y a tellement de facteurs aléatoires, de mutations qui ont pu se faire, de transmission au niveau des animaux, les conditions. Je ne sais pas si un jour on arrivera à avoir l'explication complète. Je ne sais pas. D'accord, parce qu'il y a quand même pas mal de... Il y avait aussi l'hypothèse, souvent une hypothèse qui disait que globalement, tous les virus, les plus mortels en termes de... Je parle des maladies infectieuses, hein, les maladies les plus mortels, les plus virulents, avaient tendance plutôt à moins se propager de par leur virulence, justement. Le fait qu'il soit... Plus un virus est virulent, moins il aura tendance à se propager et à faire des pandémies parce que sa virulence limite son aire d'épidémie. Exactement. Il y a eu... alors, ça a toujours été l'arrêt qui a toujours été très logique. C'est quand je disais que la théorie de l'évolution, c'est exactement ça. Là, on touche en plein dedans. En virologie, c'est exactement ce que tu dis. C'est que si un virus est mortel, il est généralement pas très adapté à son hôte. C'est pour ça qu'en fait, il provoque des symptômes assez graves et qui tue son hôte. Et donc, du coup, le but d'un virus et le but de la vie, la théorie de l'évolution, c'est justement ça, c'est la capacité à se reproduire dans un environnement donné. C'est ça la sélection naturelle, c'est vraiment la reproduction. Et donc, une reproduction virale est d'autant plus adaptée qu'elle ne provoque pas de symptômes. Donc, un contact avec l'hôte prolongé pendant des années, le virus s'adapte, l'hôte s'adapte, et puis d'un moment, le but du virus, c'est de transformer l'hôte en réservoir. Et donc, le réservoir qui, normalement, transmet le virus n'a pas très, très peu de symptômes. Là, on a eu affaire à un virus qui se propageait de manière incroyable. Et alors, on a une explication très probable à ça, c'est qu'en fait, la quantité de porteurs sains était sous-estimée. Le SARS, une grosse différence, ça c'est quand même un point important entre le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2, c'est que le SARS, et ça a été à l'origine d'ailleurs des erreurs qui ont été commises avec les masques notamment, le SARS n'était pas contagieux sans symptômes. On était contagieux à partir du moment où on avait les premiers symptômes. Là, je me souviens déjà dès le mois de janvier, fin janvier, début février, l'OMS commençait à se dire il y a peut-être quelque chose avec des porteurs sains. Ça c'est pareil, les porteurs sains, on avait, pour un virus inconnu, on disait oui, peut-être. Mais bon, il y a peu de chances que ça soit le cas. Bon, ben, ça a été le cas. Il y avait des porteurs sains. Donc ce virus a un profil qui est assez nouveau, qu'on n'a pas, qui a à la fois un profil d'un virus qui se transmet de manière silencieuse, comme s'il était très adapté, tout en provoquant des symptômes assez sévères, comme s'il était nouveau dans l'espèce. Et il est nouveau. Et donc, ça montre que la nature, elle est très, très diverse. Et que l'aléatoire peut aussi avoir de temps en temps... alors, l'aléatoire, c'est pas uniquement l'aléatoire. On arrive maintenant à retracer un petit peu l'historique du virus, comment est-ce qu'il s'est adapté aux récepteurs ACE2, tout ça, à travers des modèles animaux. Donc, à travers certains animaux, il a pu se rapprocher et s'améliorer d'un point de vue sélection naturelle de l'homme, en passant certainement par des animaux qui ont des récepteurs qui sont phylogénétiquement très proches de nous, en fait. Donc, du coup, ça montre que la nature, elle est diverse et on n'était pas prêt. Donc, ce paradigme, de soit on est virulent, soit on est contagieux, il me prouve qu'en fait, lui, il est les deux.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses comment dirais-je, une sorte d'accusation, enfin pas d'accusation, mais de remise en question de notre mode de vie et de cette corrélation et même de cette causalité qu'on peut établir entre notre mode de vie qui a tendance à détruire notre biodiversité et donc l'émergence de cette pathologie-là. Est-ce que pour toi cette causalité est avérée? Est-ce que ça reste une hypothèse? Qu'est-ce que tu en penses? Ça reste une hypothèse. La première fois où elle a été émise de manière très claire, selon moi, ça avait été à l'époque de Achille, qui avait la même zone, qui prenait la même zone géographique qu'Ebola, où il y avait eu des déboisements et en fait l'homme avait été rentré en contact avec une zone géographique où on n'avait jamais été en contact et on a été en contact avec ces deux virus qui nous ont frappés assez violemment. C'est possible. Après, il faut voir qu'il y a toujours eu des épidémies, qu'elles soient bactériennes, qu'elles soient virales. C'est toujours arrivé. C'est pas... Je ne peux pas donner une réponse vraiment claire à ça. Mais ce qui a véritablement joué, en tout cas dans la propagation, c'est la manière dont on vit en termes de communication. On se déplace énormément. En plus, on n'a pas eu de chance. C'est quelque chose que les médias n'ont pas beaucoup relayé, mais on n'a pas eu de chance parce que le nouvel an chinois est tombé au moment où la Chine, ou en tout cas Wuhan, est passé en exponentiel. Donc, il y a des millions de voyageurs qui ont voyagé pour aller en Chine, de Chine qui ont voyagé pour aller visiter, pour aller voir la famille. Et ça s'est très certainement joué dans la propagation. Alors, ça l'a certainement accéléré, ça n'a probablement pas causé le truc. Donc, le mode de vie, est-ce que c'est parce qu'on détruit l'environnement? Ça doit jouer, très certainement. Mais est-ce que c'est la cause profonde? Est-ce que ça n'arriverait pas si tout l'environnement était... Les coronavirus, encore une fois, ce sont des virus qui sont liés à leur écosystème. Ils passent par des animaux, les animaux vivent entre eux, se le transmettent. Ça passe à l'homme. C'est possible que ça soit le mode de vie humain actuel, moderne, qui favorise la transmission, mais l'apparition de la maladie en elle-même, je ne pense pas. D'accord. Ça marche. Alors, bon, là, on a parlé beaucoup du virus, de son... On a parlé d'évolution, on a parlé de sa transmission. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. On va découvrir pas mal de choses encore. Ouais. Quand même, il y a un truc qui est quand même assez exceptionnel, c'est que... Oui, vas-y. Ouais. Non, je pense qu'il y a plusieurs aspects qui sont les aspects neurologiques et gastriques et probablement cardiaques aussi. On doit encore vraiment travailler dessus pour comprendre ce qui se passe. Et surtout la neurologie. On arrive à voir, on voit qu'il se passe quand on fait des IRM fonctionnels, quand on regarde des PET scans, on voit des trucs, on a du mal à comprendre encore. Oui, parce que finalement, il y a beaucoup de choses encore qu'on ne sait pas, mais on n'a jamais appris autant de choses sur un virus en si peu de temps quand même. Enfin, ouais. Il y a une densité de publications, alors après, elles valent ce qu'elles valent, mais globalement, il y a eu... Oui, c'est incroyable le nombre de communications qu'il y a eu avec des petites infos. Alors, du coup, avoir une histoire complète, ça demande vraiment du travail qui en prend un aspect... quand j'avais justement fait les présentations à l'ambassade sur les organes qui étaient touchés, les approches étaient extrêmement rationnelles, mais il fallait aller très très vite et c'était des bribes d'informations. Il fallait vraiment mettre tout mot à mot. Alors il faut toujours faire ça quand on fait de la bibliographie. Mais là, la vitesse à laquelle les publications apparaissaient, qui contenaient très peu d'informations, on trouvait quelque chose, ça partait à la publication en préprint, ils communiquaient dessus. Bon, ça a permis de donner des approches, par exemple, des approches vaccinales assez pointues, assez spécifiques, parce qu'il fallait agir vite, parce que le virus, la maladie se propage encore. Je mets ça au passé alors que ce n'est pas du tout. On n'a jamais eu autant de nouveaux cas par jour qu'en ce moment. Donc, les courbes, ça se déplace, mais le virus, il est en pleine forme. Tout à fait, ouais. Alors, bon... Là, justement, je vais aller points impliqués. Enfin, il y a quand même une recherche qui s'est intensifiée, amplifiée. On a fait beaucoup de découvertes en peu de temps. Mais à côté, il y a eu toute une désinformation
et toute une information qui s'est complètement propagée à une vitesse presque à la même vitesse que le virus, finalement. Et en plus, c'est ça, je voulais aborder évidemment ce sujet qui est très d'actualité, donc c'est l'histoire du professeur Raoult et de tout son travail qui rend cette crise, enfin cette pandémie pour moi complètement. Je pense que tu pourrais écrire un livre de science-fiction dessus, je pense. Il n'y aurait même pas besoin de trop exagérer. Voilà, je pense que tu peux faire le récit de ce qui se passe pour avoir un bon sujet, quoi. Mais c'est pas très drôle en fait parce que c'est pas un sujet qui. Non, c'est pas très drôle. C'est pas très drôle parce qu'il y a eu. Ça dure depuis longtemps cette histoire. Les communications de Didier Raoult. Alors, selon moi, ce qui a été problématique depuis le début, là où je l'affirme, il a eu tort à 100%, c'était dans sa manière de communiquer les informations, notamment sur l'hydroxychloroquine. Alors, ses premières vidéos où il ne croyait pas du tout au fait que le virus puisse devenir global, il était trop carré, il était trop catégorique. C'était pas... il a été un petit peu plus modéré après en disant « je n'affirme jamais rien ». Non, c'est pas vrai, on voit ses vidéos, il affirmait. Et puis, en termes de communication, le message était clair, ça pouvait pas devenir global. Et puis, si ça devient global, de toute façon, c'est pas dangereux. On n'en savait rien. Parler d'une nouvelle maladie comme si on la connaissait à partir d'un virus qui était totalement inconnu. Et selon moi, l'erreur, elle a été là, elle a été dans la communication. Sur l'hydroxychloroquine, alors sur la chloroquine au départ et sur l'hydroxychloroquine, donc c'était basé sur une communication qui avait été faite in vitro donc par une équipe en Chine. Ils n'avaient pas encore publié, donc il avait fait la déclaration où il s'était emballé, où il avait annoncé fin de partie, tout ça, avec des résultats spectaculaires. Là, l'hydroxychloroquine, il y a énormément de choses qui ont été dites. Il y a eu selon moi, des erreurs de raisonnement un peu, alors qui ont eu un écho dans la population où les gens se sont appropriés cette argumentation sans véritablement avoir le recul et les connaissances pour vraiment être critiques sur la manière de parler de l'hydroxychloroquine. Alors, il faut savoir que, de mon point de vue, il n'y a aucun problème dans le fait qu'un expert dans un domaine puisse avoir une intuition. Ça, qui se disent, OK, j'ai l'impression que je pense que ça peut marcher, c'est très bien. Sauf que l'intuition, elle ne dispense pas de la démonstration. Il faut prouver ce qu'on dit. Il ne suffit pas de dire, je trouve ça brillant, puisque je l'ai conçu, puisque je l'ai imaginé, ça doit être vrai, donc considérer mon point de vue comme étant une preuve scientifique. Je sais que dans le milieu, beaucoup de scientifiques, on l'appelle souvent le mandarin, veulent que leur opinion soit considérée comme étant une preuve. Les opinions des experts ont une valeur très importante, mais ça ne se substitue pas à la preuve. Et le problème, il est là, c'est qu'il a fait des annonces très prématurées. Ça a ralenti, je l'ai eu de plein de sources différentes, ça a ralenti les recherches justement parce qu'une fois qu'on a affirmé qu'un médicament fonctionne, à quoi ça sert de faire des recherches dessus? Si on est malade, on ne veut pas rentrer dans l'essai, on veut avoir le médicament qui marche, on ne veut pas le prouver, on ne veut pas risquer d'être dans le bras témoin qui n'y a pas accès. Donc tout ça, ça a véritablement ralenti les choses. Donc pour moi, la faute, elle n'est pas dans le fait de savoir. D'ailleurs, même ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est le fait de tout le débat, savoir si l'hydroxychloroquine fonctionne ou pas. Ça montre qu'il y a eu une erreur dans la communication. Le fait qu'on soit obligé de prouver ça après avoir fait les annonces comme quoi ça fonctionnait, ça montre que de toute façon, il y a un problème. Et ces preuves qu'on attend des études qui, en plus, n'ont l'ironie du sort, semblent montrer qu'il n'y a pas vraiment d'effet. Mais ces études-là dans la population, elles sont perçues juste comme étant une preuve comme quoi Didier Raoult a le don de double vue. Est-ce que ces déclarations ont été justes? Est-ce que son intuition a été bonne? Et ça a vraiment manqué de modération et ça a entraîné, il a incarné, en termes de communication, il a incarné absolument toute la totalité des informations qui apparaissaient étaient vues à travers uniquement le spectre de son opinion, qui souvent il s'exprimait trop vite, il a raconté n'importe quoi plusieurs fois. Il n'a jamais véritablement reconnu ses erreurs. Je dis qu'on l'avait mal compris. C'est un peu facile. Et il commence un peu à changer là-dessus. Oui, je trouve aussi. Ouais.
J'ai vu, il a dit, je suis trompé, j'ai un peu trop parlé. Il a dit ça ce matin. Je crois, Ouais. Oui, bah, il est lucide là-dessus. Donc, au moins, il se rend compte parce que c'est une responsabilité. Quand on s'exprime en disant je suis un expert, la plupart des gens, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de membres de la communauté scientifique qui lui étaient sur le dos. C'était pas tellement par rapport à ses opinions, c'était par le fait qu'il essaye de les faire passer comme des faits et qu'il fallait que ça soit. Et il y a eu un autre point qui était important, c'est qu'effectivement, la maladie, le virus se répand très vite. Mais il a communiqué comme s'il s'agissait d'une urgence, comme si le virus tuait à 100%, comme si on était que si la totalité des gens qui allaient attraper le virus allaient mourir et que donc du coup on était dans une situation complètement désespérée et qu'il faut traiter les gens, évidemment qu'il faut traiter les gens. Là-dessus, il avait complètement raison. Il faut traiter les gens, il fallait diagnostiquer. Il y a eu des problèmes en France avec les diagnostics, je ne comprends pas, une trop grosse rigidité. Mais 80% des gens ne nécessitent des cas positifs ne nécessitent pas d'hospitalisation, ça se passait bien. Et avant de s'occuper, donc 20% nécessitent une hospitalisation, les statistiques, c'est à peu près 5% se retrouvent en soins intensifs. Ça dépend de l'âge de la population, ça dépend de la manière de tester. Bref, les statistiques peuvent changer d'un endroit à l'autre, mais bon, globalement, c'est un petit peu ce qu'on observe un peu partout. Et avant de s'occuper malheureusement des 5% qui sont dans les soins intensifs, il faut être sûr de ne pas aggraver les choses avec les 80%. Et quand Didier Raoult disait qu'il connaissait très très bien l'hydroxychloroquine, moi j'avais des doutes, parce que l'hydroxychloroquine, peut-être un médecin la connaît très certainement très bien lorsqu'il a prescrit un cadre donné pour une maladie particulière, que ce soit pour une maladie auto-immune, que ce soit pour prévenir de la malaria, tout ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais l'hydroxychloroquine, c'est un outil qu'on utilise en virologie in vitro très régulièrement pour empêcher la fusion entre le virus et la cellule. Ça marche in vitro très bien, ça marche pour le virus de la grippe, pour l'influenza, ça marche pour vraiment beaucoup de virus. Et lorsqu'on passe à l'humain, ben, ça n'a jamais vraiment marché. Et surtout, il y a eu 2 cas qui étaient très importants où ça fonctionnait in vitro, mais où l'hydroxychloroquine a, pour des raisons qu'on n'a toujours pas compris, mais a aggravé la charge virale. Ça a augmenté chez les patients qui prenaient l'hydroxychloroquine, ça a été le cas pour Achille et ça a été le cas pour chikungunya. J'ai des articles, hein, si je pourrais peut-être tout à fait, je sais tout ça. Oui, tout à fait. Voilà, et donc, du coup, balancer que c'était le traitement miracle en se basant sur une communication in vitro qui n'avait pas été publiée, donc dont on n'avait pas les détails, affirmer que ça allait marcher chez les patients pour un virus qu'on n'avait jamais rencontré, sans savoir si ça n'allait pas aggraver les choses, alors que l'hydroxychloroquine avait déjà aggravé les choses par le passé, quand j'ai entendu ça, je suis devenu fou. Je me disais, c'est pas possible de laisser la parole et de laisser dire ça. Alors, justement, bon, en fait, parce que finalement, déjà, moi, il y avait une question que je me posais, est-ce qu'on va savoir un jour si ça fonctionne ou pas? Parce que la seule chose qu'on peut dire, c'est que je ne sais pas, hein, et puis l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, hein, c'est toujours un peu le... On peut douter de l'aspect spectaculaire qu'il avait annoncé quand même. Oui, ça largement, hein, bien sûr. Non, mais disons que le problème, c'est que maintenant, vu la situation a avancé, etc., et vu qu'en plus, lui, il refuse d'appliquer certains protocoles, hein, des protocoles randomisés, etc., il a dit hier, je crois, il dit que sa méthode, c'est la bonne et que la méthode observationnelle, c'est la meilleure, enfin, que c'est celle qui est la plus valable, en tout cas. C'est bien que ça sort, ça, mais oui. Je ne sais pas d'où il sort ça, moi, je trouve ça un truc incroyable. Surtout quand il parle du nom de comment dirais-je, de cas, sur l'échantillon qu'au-dessus de 1000, hein, c'est ça, je crois, en fait, ça n'a plus de valeur statistique. Enfin, voilà. Si quelque chose est observable sur 10 patients, c'est incroyable. Ouais. Et là, il y a une sorte de révolution qui veut, je sais pas, il veut révolutionner l'épidémiologie avec tout ça. Alors, moi, ce qui me dérange le plus, finalement, tu veux, c'est bien hein, qu'ils veuillent s'affirmer en tant que révolutionnaire, si je puis dire, mais ça serait pas grave si ça n'avait pas un impact sur la société, parce que là, on a créé de vrais clivages, quoi, à toutes les échelles, à l'échelle politique, à l'échelle du voisinage, à l'échelle du collègue, il y a des vrais clivages qui sont créés.
C'est ça, Et ça a polarisé. Voilà, ça s'est polarisé totalement, exactement. Et alors, finalement, bon, en essayant d'extrapoler, parce que, bon, on peut le culpabiliser, effectivement, il a une part de responsabilité très importante dans ce qui se passe, et puis le gouvernement aussi, tout ça. Et est-ce qu'il analyse, est-ce que, il le dit lui-même, hein, est-ce qu'il n'y a pas une analyse un peu systémique à faire par rapport à ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas dans le fonctionnement de la science et dans notre fonctionnement politique quelque chose qui a permis que ça arrive, quoi. Enfin, que ce genre de scientifiques puisse être postérisé en quelque sorte, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à remettre en question? Si, Finalement, est-ce que c'est pas le seul enseignement qu'il faut tirer, quoi? Ouais. Si, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait toujours eu un gros problème avec ça, avec l'évaluation scientifique, avec l'évaluation de la science. C'est parce que c'est difficile. Je ne remets pas du tout en doute ni en cause le fait qu'il faille évaluer la science, qu'il faille évaluer les scientifiques. Mais les critères, selon moi, ne sont pas bons. On n'arrive pas, on a du mal à définir ce qu'est de la bonne science. Parce qu'au bout d'un moment, c'est ça. Aujourd'hui, un bon scientifique, on le définira, là on l'a vu parce qu'il a répété sur tous les toits, mais là-dessus il a raison, c'est comme ça que c'est évalué, sur le nombre de publications, sur les impact factors. Et voilà, est-ce que ce sont les bons critères? Est-ce qu'on arrive véritablement, on fait des rockstars avec ça, il n'y a pas de doute, on le voit, et on voit selon moi les problèmes que ça entraîne justement d'ego et sur ces... Prix Nobel. Oui, voilà. Est-ce qu'un prix Nobel, tout ça, ce sont des outils qui, je comprends que ça fonctionne au niveau de la population, au niveau de l'évaluation scientifique, dans la communauté scientifique. Est-ce que quelqu'un qui publie beaucoup, est-ce que quelqu'un qui est énormément cité, est-ce que ce qu'il a dit est plus vrai que quelqu'un qui sera cité très très peu, mais qui aura fait un travail qui de toute façon n'intéressera pas, ne sera pas applicable dans la totalité du monde scientifique, mais qui sera très très précis. Est-ce que la précision du système dans lequel on travaille, est-ce que c'est quelque chose, pourquoi est-ce que ça doit être dommageable? Parce que c'est ça finalement. Et un des aspects, l'impact factor, l'impact factor des journaux, pour comprendre selon moi le cœur du problème, il faut comprendre comment c'est calculé. L'impact factor, ça se calcule, donc on a aujourd'hui celui d'il y a 2 ans, c'est-à-dire que, en gros, c'est la moyenne, lorsqu'un article est publié dans un journal, c'est le nombre de fois que cet article est publié en moyenne sur 2 ans dans le journal. Donc un journal Impact Factor 20, s'il est publié en 2018, en moyenne, il aura été cité 20 fois par d'autres articles au cours des 2 années qui ont suivi sa publication. Et ça, en attendant, donc le journal il est prestigieux, il n'est pas prestigieux, est-ce que ça veut dire que c'est plus vrai? Est-ce que ça veut dire que c'est plus intéressant? Et je dis ça surtout en ce qui concerne la virologie, parce que du coup j'ai été dans les deux mondes, j'ai travaillé dans la virologie, j'ai travaillé dans le cancer. Publier dans le cancer, c'est beaucoup plus facile parce que, et on publie très facilement, d'ailleurs dès que j'ai travaillé sur papillomavirus, j'ai essayé d'appuyer vachement l'aspect cancer pour pouvoir monter les impact factors. Pourquoi? Parce que si on publie quelque chose qui est un mécanisme qui explique pourquoi la cellule se divise, il y aura beaucoup plus de laboratoires à travers le monde qui pourront citer ce travail que si on travaille vraiment purement sur la virologie, qu'on dit ce virus qui infecte dans tel génotype, exactement. Donc, quand on augmente vraiment la précision, on va avoir l'impact factor du journal dans lequel on publie qui va dégringoler et on va dire, du coup, c'est pas intéressant. Alors que, si je fais par exemple un parallèle, si je dis dans le cancer nécessite des mutations. On va avoir un impact factor 5000 facilement. Il y aura facilement 5000 journaux sur 2 ans qui seront capables de dire ça. Si on dit le gène P53 est muté majoritairement dans les cancers, là, du coup, l'impact factor tombera à 300. Si on commence à dire le gène P53 est muté dans les étapes précoces, dans telle cellule de l'intestin, etc., l'impact factor chute. Mais est-ce que la qualité de l'information scientifique, est-ce qu'elle a véritablement diminué? Je pense qu'elle a augmenté. Et on peut se retrouver avec des personnes qui ont compris le système, qui publient des généralités, qui ne s'appliquent pas véritablement,
où ça ne fournit pas véritablement de l'information très, très précise. Alors, quand je dis ça, je ne parle pas vraiment spécialement de Didier Raoult. Je n'ai pas lu la totalité de ce qu'il a fait, la découverte des virus, tout ça, je ne remets absolument pas sans doute. Mais la réflexion, d'une manière générale, c'est comment est-ce qu'on évalue la science. Et en fait, à vouloir utiliser des outils mesurables, quantifiables par tous les côtés, est-ce qu'on a véritablement sélectionné les bons projets? Et il y a un autre aspect, c'est qu'est-ce qu'un bon scientifique? Est-ce qu'un bon scientifique, c'est quelqu'un qui a toujours raison? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de prédire l'avenir? Est-ce que c'est quelqu'un qui est clairvoyant? Moi, je ne pense pas. C'est quelqu'un qui est capable d'émettre des hypothèses, des théories, en analysant le système, à partir du système de connaissances tel qu'il est. Le fait que l'expérience le vérifie ou ne le vérifie pas, il y a quand même un facteur chance qui n'est pas négligeable dedans. Et donc, du coup… Est-ce qu'il faudrait avant tout mettre en valeur l'éthique avant même de mettre en avant on parle beaucoup de conflits d'intérêts là-dedans. Dans ces histoires, le problème, c'est que le conflit d'intérêts, il n'est pas uniquement financier. Le conflit d'intérêts, je l'ai vu se manifester de plein de manières différentes. On a souvent tendance à dire « Ah, il a été financé par un tel, donc il y a un conflit d'intérêts. » Il n'y a plus en avoir un, ça peut arriver. Mais si on est uniquement financé par un financement public qui se renouvelle, si on publie, si on imagine 5 minutes qu'on a travaillé pendant 2 ans, 2-3 ans sur un aspect, sur un mécanisme, on envoie un journal d'une facteur élevé qui demande une expérience supplémentaire et que cette expérience fout en l'air complètement l'article. Qu'on se dit finalement, c'est pas nouveau, finalement, c'est pas ça. Et qu'on sait que si on ne le publie pas, que si on n'a pas publié depuis 2 ans, 3 ans, si on ne le publie pas, qu'est-ce qui va se passer? Là, on est face à son résultat. Est-ce qu'on est honnête ou est-ce qu'on ne l'est pas? Et là, le conflit d'intérêt par rapport à la carrière du scientifique, par rapport au groupe, par rapport à tout ça, il est énorme. Et c'est les systèmes d'évaluation qui sont basés uniquement sur les publications, selon moi, créent un conflit d'intérêt personnel assez régulièrement, parce que la pression qu'on a, la course à la publication, elle nécessite tout le temps de générer des données, et souvent on va trop vite. Et je pense qu'il y a, lorsque le CNRS a été créé, tout ça, qu'on a créé des postes à vie, on a essayé le plus possible, on a essayé de créer une distance, de réduire les conflits d'intérêts entre le chercheur et le travail sur le… Il y a toujours un problème d'ego, on a toujours envie d'avoir raison, évidemment. Mais là, on a créé, en évaluant en permanence les scientifiques sur leur capacité à produire des articles, on crée, selon moi, un conflit d'intérêts avec dans la capacité à dire la vérité ou à être honnête en cas d'expérience, et ça arrive, qui dit le contraire de ce qu'on voudrait. Donc oui, je pense qu'il y a de grandes réflexions à faire. Parce que bon, il y a eu l'affaire du Lancet, qui est absolument pareil aussi, assez fantastique. Mais bon, après, l'affaire du Lancet a été aussi exacerbée par rapport à la crise, par rapport à la dramaturgie de la situation. Oui, c'est ça. Et là, en fait, c'est la première fois à ma publication, ça arrive souvent, les dépublications. Hein, mais… il y a eu un décalage avec son limite. Ouais, je disais qu'il y a eu souvent, il y en a déjà eu d'autres dépublications dans des journaux, magazines, il y en a régulièrement. Ouais. Alors, il y en a régulièrement dans les grands journaux, parce qu'on a envie de publier dans les grands journaux, parce que ça facilite la carrière, ça facilite la vie, ça donne de l'assurance après pour le futur. Et donc, du coup, la tentation de changer un résultat, elle est phénoménale. Il faut être des statistiques monstres. Ouais, ce qui est intéressant de quand même souligner sur la dépublication, c'est que, par exemple, si on prend l'exemple de la mémoire de l'eau, où ça avait été dépublié, etc., là, il y avait eu un appel à dire que, bon, voilà, il y avait un lobby qui voulait lutter contre l'homéopathie, etc. Enfin, la dépublication n'a pas été approuvée. Là, quand ça a été dit que ça remettait en question une parole presque simple maintenant, en fait, là, c'est devenu, en fait, voilà, donc on voit bien que quand même, il y a une géométrie variable dans il y a eu une incarnation, il y a eu l'histoire du Lancet a créé une telle émotion parce que justement, ce que ça révèle, c'est que ça a touché la croyance des gens.
on parlait vraiment de croyance à ce moment-là. C'était des convictions, on n'avait plus de distance. Et je pense que les gens qui étaient absolument passionnés par l'histoire de l'hydroxychloroquine se fichaient de savoir s'il s'agissait réellement d'un traitement ou pas. La question, c'était de savoir si leur champion avait raison et il ne fallait pas l'attaquer, il fallait que la réalité le montre. Ce qui est problématique, c'était vraiment problématique. L'histoire du Lancet, elle est totalement condamnable. Moi, je me suis fait avoir aussi. J'ai dit dès le début qu'il devrait être plus transparent. Je n'ai pas remis en doute l'existence des données, j'ai dit qu'il devrait les rendre publiques. Sincèrement, je n'imaginais pas que tout. Alors, c'est toujours pas, la preuve n'est toujours pas faite, mais bon, la suspicion quand même que ça sortait de nulle part, elle est quand même très, très élevée. Alors, moi, ce qui me dérange le plus, je te le dis, enfin, personnellement, je vais te le dire d'un point de vue enseignant, c'est que je disais ça ironiquement ce matin sur ma page, c'est que moi, à la rentrée prochaine, je vais dire à mes élèves, je suis l'élu et fermez votre gueule. Voilà. Et je pense qu'au niveau de l'éthique, je ne suis pas sûr que ce soit très bien vu en termes de pédagogie, tu vois. Et en fait, on a des gens comme ça. C'est ça que moi je conteste chez Raoul. En fait, je n'ai strictement un peu rien à faire, en fait, qu'il ait raison ou pas sur la chloroquine, même si c'est bien, ce serait bien que son protocole soit vraiment un protocole qui soigne. Mais en termes de communication, c'est que, en fait, je ne sais pas si c'est un individu ou d'autres arrivent à voir que je suis certain que ce soit très mal vu de dire, moi je dis à mes élèves, écoute, moi je suis l'élite, toi tu es l'élève, tais-toi, d'accord, et écoute-moi. Alors qu'on nous apprend depuis toujours à faire en sorte que l'élève puisse s'élever justement et pas dire que je suis voilà. Donc je ne sais pas s'il y a un retour à une sorte de pédagogie un peu du 19e siècle, si je puis dire. C'est ça. De mon point de vue, c'est exactement une philosophie, une approche de la démarche scientifique, deux approches de démarche scientifique qui se percutent violemment. Il faut voir que l'histoire de la médecine n'est pas l'histoire réellement de la science, pas uniquement. C'est-à-dire, la médecine est historiquement énormément basée sur l'empirisme. Et le médecin fait totalement partie du protocole. Son savoir-faire, et la raison pour laquelle le rejet, parce que c'est complètement ubuesque de toute façon, les arguments que raconte Didier Raoult sur le fait de ne pas vouloir faire des essais en double aveugle, la véritable raison pour laquelle certains médecins sont complètement contre le fait de faire des essais en double aveugle, c'est parce que ça retire le médecin de l'équation. Et ça, parce qu'on sait que si le médecin ou le patient, les deux, savent le traitement qu'ils ont, ça peut influencer, pas nécessairement tout le temps, mais on sait que ça introduit un biais. Et ce biais-là, il faut garder l'illusion parce que c'est historique, parce que c'est comme ça que le praticien doit jouer un rôle dedans. Il joue un rôle, c'est complètement indéniable. Mais lorsqu'on teste un médicament, on ne teste pas le savoir-faire du praticien. Et c'est pour ça qu'il faut rendre les choses à l'aveugle, parce que le praticien, de toute façon, il sera bon dans tous les cas. Et s'il ne le sait pas, ce qui fera la différence, ça ne sera pas son point de vue à lui, ça sera exactement le médicament. Et c'est très simple. Et cette démarche-là, c'est vraiment cette approche scientifique-là, dans le fait d'enlever les biais, d'enlever l'observateur, d'enlever le scientifique de l'équation, et observer uniquement le système sans que le praticien en fasse partie. Il en fera partie de toute façon, mais disons que il ne sera pas une variable. Ça, c'est là où ça accroche. Et c'est là où il a tort. Là, je peux en discuter, c'est indéfendable. C'est indéfendable. Ça n'enlève absolument rien à la qualité du praticien, sauf que ça n'est pas ce qu'on est en train de mesurer. Et il est très possible, allez, admettons que les chiffres qu'il annonce soient vrais, même si c'est vrai qu'à Marseille, il y a exactement il y a un taux de mortalité qui soit le plus bas au monde. Bon, c'est pas vrai, hein, ça, Singapour, mais qui soit le plus bas au monde. Comment est-ce qu'on sait si c'est dû à son hydroxychloroquine ou peut-être à son équipe qui est excellente? C'est possible. C'est possible. Il peut y avoir un ego, ça peut être de la mégalomanie, mais comment est-ce qu'on peut savoir si ce n'est pas justement parce qu'ils étaient totalement convaincus d'avoir la solution miracle? Mais c'est vrai qu'il faut redonner. Ils ont une équipe qui apparemment se démène beaucoup, fait un travail énorme. Ça n'enlève pas leur qualité de soignant et leur engagement.
Non, mais c'est une démarche scientifique qui s'oppose. C'est la démarche scientifique. Lorsqu'on observe quelque chose, on met des choses on crée des règles et des conditions pour être sûr que ce qu'on observe, c'est bien ce qu'on observe, que c'est pas influencé par autre chose. Il y a des biais qui peuvent venir de partout, mais enfin, là, ils sont assez facilement identifiables. Mais c'est pour ça que c'est la dimension scientifique qui n'est pas acceptée par beaucoup de gens. Hein. Exactement. Et ça revient un peu à ce que je disais, c'est-à-dire que la définition du bon scientifique, telle qu'elle est évaluée aujourd'hui dans le système, parce que Didier Raoult, il n'est pas un outsider, il est le produit du système, c'est le voyant, c'est celui qui est clairvoyant, qui est capable de prédire l'avenir, qui peut voir sans preuve, qui est capable d'avoir accès à la connaissance absolue sans avoir... Et là, du coup, la démarche scientifique, c'est exactement ce qui devient juste un bazar administratif qui encombre et qui empêche les génies de sauver l'humanité. Bon, non, ça ne marche pas comme ça. Le providentiel, ça peut arriver, mais enfin, la science, c'est un travail d'équipe et la démonstration scientifique, ça ne passe pas par ça. Ça ne passe pas par uniquement... admettons que Didier Raoult ait raison et qu'il soit effectivement... On ne peut pas le cloner, le mettre de partout dans le monde. Donc, il faut savoir si c'est lui ou si c'est l'hydroxychloroquine qui fonctionne. Et je dirais même qu'en plus, avec son... ça entraîne des biais. La première étude qu'il avait publiée, il avait enlevé 4 patients de l'étude, du bras hydroxychloroquine, azithromycine. Il a mis dans l'article, il a écrit les patients qu'il a enlevés en cours de l'étude. Il y avait un patient qui avait des effets secondaires, qui avait refusé de continuer l'étude. Il y en a 2 qui se sont retrouvés en soins intensifs et il y en a un qui est décédé. Il les a enlevés, donc effectivement, lorsqu'on enlève les cas qui s'aggravent, on peut soigner Ebola avec des M&M's, avec une méthodologie qui évolue au cours de l'expérimentation. C'est pour ça qu'il y a besoin de faire des études en double aveugle. Parce que s'il n'avait pas su que son bras azithromycine et hydroxychloroquine était en train de s'aggraver, il les aurait probablement pas enlevés de l'étude avant d'avoir cassé le code et avant de savoir à quel groupe appartenait. C'est en ça que c'est utile. Ouais, tout à fait. Alors, je voulais terminer par 2 questions. Une première, déjà, parce que moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est personnellement, par exemple, c'est les conséquences de cette crise sur la science, en fait. Il y a des questions sur la santé, bien sûr, hein, il y a des répercussions. Quelles pourraient être les crises qui ont des conséquences, les pires conséquences qu'il pourrait y avoir de cette crise? J'ai du mal à imaginer parce que, si tu veux, il y a toute une pseudo-science qui a réussi à s'imposer dans la société depuis des siècles. Selon moi, la plus dommageable et le danger que j'ai vu dès le départ, c'était justement ça, c'est-à-dire avoir une inversion totale, voir les institutions scientifiques, des autorisations de mise sur le marché, les comités, les voir comme étant des systèmes totalement corrompus qui empêchent les prophètes, un peu la vérité révélée, de sauver l'humanité. Alors que c'est tout l'inverse. Le but de ces comités, c'est justement de protéger la population des prophètes un peu autoproclamés. Peu importe à quel point on peut avoir eu raison, on peut être un expert. Il faut voir, je me souviens, j'avais un prof de philosophie en terminale j'ai mis des années à comprendre ce qu'il voulait dire par là, et puis en travaillant dans la science, je l'ai bien vu. Il disait qu'un expert, c'était quelqu'un qui se trompait. Et j'ai trouvé que par définition, c'était quelqu'un qui se trompait. Et en fait, c'est totalement vrai, parce que lorsqu'on se fait face à un inconnu, SARS-CoV-2, qu'on n'a jamais vu, une maladie qu'on ne connaît pas, l'expérience qu'on a, un virus avec des propriétés, on en a parlé tout à l'heure, d'infection et de dangereux et de virulence qu'on n'a jamais vu réunis dans le même virus, en tout cas de manière aussi marquée. L'expérience passée d'un expert a plutôt tendance à lui faire prendre la mauvaise décision. Et je trouve que là, ça illustre assez bien la prudence, c'est très clairement ce qui a manqué là-dedans. Et donc, ce qu'on risque d'avoir pour répondre à la question, ce qu'on risque d'avoir comme problème plus tard, selon moi, c'est une aggravation de la situation telle qu'on a vu avec les anti-vaccins, avec ces théories du complot
que dès qu'une industrie est impliquée à quelque niveau que ce soit dans le processus de la recherche, on a besoin de des partenaires industriels. Ce ne sont pas des ennemis. Que dès qu'on détecte ça soit obligatoirement de la corruption, qu'on veuille rendre la population malade afin de lui vendre des médicaments très chers. C'était l'argument de la chloroquine, ça doit marcher parce que c'est pas cher. Non, il y a plein de médicaments pas chers, il faut prouver que ça marche. Moi, tu vois, cette histoire m'a fait penser à la fameuse histoire de l'affaire Serralini, où avec cette expérience, avec ce protocole expérimental qui était en évidence la cancérogénicité du maïs BT, c'est ça, où il n'a absolument pas publié avant même de le diffuser. Moi, ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on était face à quelqu'un qui a affirmé une vérité avant même de passer par le reviewing, de passer par la reproduction, de passer par un certain nombre de phases. Et on est en France, quand même, on n'a pas de. Les PGM sont interdits. Les plantes génétiquement modifiées sont interdites. Et on ressort à chaque fois cette expérience, enfin ce protocole expérimental, et avec donc des arguments totalement biaisés, etc. Et on en est là. Enfin, c'est-à-dire que et si jamais tu défends, si tu es contre cette expérience, tu es donc un méchant lobbyiste qui appartient à Monsanto, etc., etc. Alors que bon, à l'époque, on faisait de la recherche publique, quand même, sur les PGM, qui n'a rien à voir avec Monsanto. Donc voilà, moi, cette histoire, elle m'interpelle parce que ça peut durer encore 10 ans, 20 ans, etc. Et ça ralentit énormément la recherche scientifique. Ça ralentit, ça décrédibilise. Quand on disait que les gens s'étaient polarisés, c'est exactement ça. Les gens sont persuadés d'avoir raison. C'est rigolo de voir des notions on parle de cherry picking, aller chercher des informations uniquement celles qui nous donnent raison en mettant de côté les autres. C'est un biais, très sincèrement, qu'on fait tous. C'est la méthodologie qui permet d'essayer de réduire ces biais-là. Et c'est pour ça. On a eu accès, là, par exemple, les résultats de Recovery. Donc sur le corticoïde qui semble avoir un effet sur le... On n'a jamais eu, à ma connaissance, on n'a jamais eu une époque, on n'a jamais vécu une époque où la population, le grand public, était autant intéressée par les nouvelles sorties des résultats scientifiques. Jusque-là, ça a toujours été le cas, c'était tout le temps un milieu assez fermé, on communiquait, on faisait de la vulgarisation, mais réellement, les données brutes, les publications brutes, le public s'y intéressait pas ou peu. En tout cas, ce n'était pas le grand public. Et on a perdu un petit peu aussi la notion de sécurité. Là, on a annoncé dans des journaux, j'ai vu dans le Parisien, j'ai vu donc la découverte le repositionnement de ce glucocorticoïde qui permet de réduire de 20% la mortalité chez les personnes qui sont en soins intensifs. On attend toujours les résultats des données, tout ça. Mais on oublie de dire, par exemple, et on ne prend pas les précautions qu'on doit prendre avec le grand public là-dedans, en disant, mais surtout, dès que ça s'est publié, dès que l'information est apparue, c'est la première chose que j'ai mise sur ma page Facebook, surtout ne pas faire d'automédication. C'est un immunosuppresseur. Ça joue justement sur l'orage de cytokines. C'est fait pour supprimer le système immunitaire. Il est absolument hors de question. On n'a pas assez communiqué là-dessus. Il faut que personne ne prenne ce médicament en préventif ou si on suspecte qu'on est infecté par le virus, il ne faut absolument pas le prendre. C'est quelque chose qui risque d'aggraver vraiment les choses. C'est pas sûr, peut-être que ça ne se fera pas, mais enfin, il y a quand même des risques. Par exemple, ça aggrave le virus chez les personnes qui ont la varicelle. Donc, il y a des cas précédents. Et selon moi, cet intérêt, peut-être qu'il sera que passager, peut-être qu'il le sera pas, mais l'intérêt qu'il y a en ce moment pour les publications scientifiques et les avancées, pour savoir, parce qu'en fait, les gens se sont intéressés à Recovery, savoir toujours pareil, si Didier Raoult avait raison ou tort. On manque de prudence là-dedans parce qu'on ne communique pas assez bien, on oublie qu'on parle au grand public qui n'est pas formé et qui peut faire des bêtises. Prendre des corticoïdes en début d'infection, ça peut être sévère. Alors justement, il y a une question
donc par rapport à l'étude Recovery. Donc, que penses-tu de l'attaque de l'étude Recovery, notamment sur la posologie utilisée et les accusations criminelles à l'encontre des médecins? Alors, donc j'imagine que c'est pour l'hydroxychloroquine qui utilise 1,2 g, je crois. Alors, c'est une information que j'ai pas vu beaucoup circuler. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est qu'ils ne se sont pas juste levés. Le protocole de Didier Raoult, il utilise donc 600 mg par jour d'hydroxychloroquine. Alors, ça aussi, c'est important de le dire. On dit que c'est le médicament le plus utilisé qui a été donné pendant des années, pendant 70 ans. La dose normale pour lutter contre la malaria, c'est 400 mg par semaine. Si on s'amuse à faire ça avec du Doliprane, si on prend la dose de Doliprane sur 10 jours, on la prend dans la journée, ça s'appelle un suicide réussi. Donc, l'argument comme quoi on l'utilise depuis longtemps, les doses, elles sont très importantes. Et donc, du coup, effectivement, les doses, elles sont importantes pour l'étude Recovery, elles sont aussi importantes pour l'étude de Didier Raoult. D'où sortaient les 600 mg. La question n'est pas, lorsqu'on s'intéresse à savoir pourquoi est-ce que Recovery a utilisé de telles doses, l'explication, elle est pharmacocinétique. C'est-à-dire, justement, ils ont fait la seule chose, ils ont fait selon moi ce qu'aurait dû faire Didier Raoult, c'est-à-dire le protocole, créer un protocole qui se base sur le protocole in vitro. La pharmacocinétique, ça permet de connaître la dose qu'on doit donner aux gens pour que la concentration du médicament dans les tissus soit dans la concentration qu'on trouve in vitro. Donc l'hydroxychloroquine, elle étant très connue, bien caractérisée, on connaît la pharmacocinétique de l'hydroxychloroquine. Et donc dans Recovery, ils n'ont pas voulu utiliser le protocole Raoult, ils ont voulu utiliser le protocole qui avait des chances de fonctionner. Et donc du coup, ils ont voulu faire un shot qui a mené l'hydroxychloroquine à des concentrations qui fonctionnaient dans les études in vitro. Et ça n'a pas marché. Donc effectivement, on a déplacé le problème en disant, regardez, ça ne cause pas de problème cardiaque. Non, mais ce n'était pas la question. Si à cette dose-là, ça ne fonctionne pas, il y a à peu près 0 chance que ça fonctionne à 600 mg. Et donc, Recovery, pareil, ils n'ont pas assez bien communiqué là-dessus. La dose, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle est sortie des connaissances qu'on avait de pharmacocinétique. Et donc, toutes les études, toutes les affirmations, les attaques, comme quoi les médecins, selon moi, c'est grotesque, la totalité des médecins veulent soigner leurs patients. Alors, ils peuvent commettre des erreurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, les traités tous de malhonnêtes, de corrompus, pour l'argent, ils sont prêts au milieu d'une crise comme celle-là, on va bientôt atteindre les 10 millions d'infectés. Imaginez que la totalité des médecins se voient là-dedans une occasion de s'enrichir en laissant mourir les gens. Mais je ne sais même pas comment argumenter, c'est grotesque. Parce que tu voulais poser une question, Arnaud? Non? Oui, justement, dans ta mission de faire une revue de des dizaines et des dizaines de publications qui ressortent quotidiennement sur le sujet. Je l'ai fait une fois à l'ambassade, hein, c'est pas un truc que je fais régulièrement, je l'ai fait. Alors, je voulais savoir donc tu parlais de méthode pour éviter justement les biais de confirmation, le cherry picking. Quelle a été la méthode en fait pour vous pour éviter justement d'être biaisé par les biais de confirmation, par le cherry picking? Alors, ça a été. Je me suis basé d'abord sur ce qu'on connaissait, c'est-à-dire le récepteur, le récepteur ACE2 qui est utilisé par le SARS-CoV-2 pour infecter les cellules. Il utilise deux corécepteurs parce qu'en fait, il peut, en tout cas, c'est basé sur les connaissances qu'on avait de SARS-CoV-1. Il utilise deux méthodes pour infecter les cellules. Je passe rapidement, ça utilise soit la protéine TMPRSS, soit ADAM4. Et donc, du coup, j'ai regardé les publications qui s'étaient intéressées à l'expression dans les organes des récepteurs viraux, qui était une indication, pour que ça infecte, il peut y avoir d'autres récepteurs, tout ça. Donc mais c'est-à-dire, je me suis basé sur ce qu'on connaissait, quels étaient les organes qui exprimaient les protéines membranaires nécessaires à l'infection. Une fois que je suis parti de ce cadre-là, j'ai regardé ce qui avait été fait. Et donc,
j'ai pris organe par organe en fonction des niveaux d'expression, les poumons, voilà. Et j'ai regardé les publications qui avaient été faites. Sauf que je ne me suis pas basé sur une seule publication. Je voulais voir si des équipes indépendantes avaient trouvé la même chose par des moyens différents. En fait, beaucoup d'équipes ont travaillé de manière différente avec des méthodes in vitro, en utilisant des organoïdes. Les organoïdes, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des reconstructions d'organes in vitro qui recréent les fonctions des organes. Ce n'est pas de la culture cellulaire, c'est la culture cellulaire, mais on refabrique l'organe et ça permet de retrouver un petit peu les fonctions métaboliques. Et donc, du coup, il y a pas mal de travaux qui ont été faits pour voir si le virus était capable d'infecter ces cellules-là. Donc, j'ai essayé de trouver des données qui correspondaient à la fois avec le profil d'expression et qui avaient des approches in vitro, in vivo, des observations sur des patients décédés, sur ce qui avait été fait avec de la microscopie électronique. Donc, j'ai utilisé des méthodes qui étaient à la fois rationnelles sur ce qu'on savait comme point de départ et sur ce qu'on avait trouvé avec différentes méthodes par différents groupes. Ok. Alors moi, j'ai en fait encore 2 questions. Après, Arnaud, si tu en as d'autres, n'hésite pas. Première chose, est-ce que pour toi, enfin, on avait parlé des conséquences, est-ce que pour toi, il y a des moyens pour restaurer une certaine confiance en la science, en France notamment? On est un pays où justement cette confiance est la moins comment dirais-je, la moins bonne en Europe. Ouais, on est très très peu réceptif. Il y a beaucoup d'ultra-scepticisme par rapport aux connaissances scientifiques, etc. Quel serait pour toi, alors on va parler de la France, parce qu'apparemment c'est un problème français, on peut dire que c'est un problème français, mais pas que. Comment pour restaurer une certaine confiance? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la recherche? Parce qu'il va falloir faire quelque chose dans la recherche pour donner un peu plus de confiance. Après, je dois te dire que les OGM étaient produits par la recherche publique, donc ce n'était pas Monsanto. Donc, même ce qui est produit par l'État est remis en cause. Donc, là, on ne parle même pas de… Ça serait produit par l'État. Je pense qu'on arriverait à une forme de scepticisme. Oui, l'État veut garder le pouvoir, blablabla. Toute une logique derrière le pouvoir, et qu'on ne gagnerait pas forcément plus de confiance. Donc, comment faire pour restaurer cette confiance? Je ne sais pas s'il y a une solution. Moi, j'en sais rien. Je n'en ai pas. Je n'ai pas la solution non plus. Je pense qu'il faut analyser véritablement les raisons qui poussent les gens à vouloir croire. Qu'est-ce qui a poussé les gens à croire, à être autant derrière Didier Raoult dans ses communications? Parce que la clé de la compréhension, elle est là. Alors, qu'après, est-ce qu'on va pouvoir interférer là-dessus? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a poussé les gens? Je pense que c'est pareil, ça a été multifactoriel. Il y a eu probablement la peur. En temps de crise, on a quand même besoin d'avoir quelqu'un qui a un discours rassurant. Quelqu'un qui dit « je ne sais pas », ça ne rassure pas. Quelqu'un qui dit voilà, quelqu'un qui dit « c'est pas grave, ça va aller et faites-moi confiance, tous les autres sont des imbéciles, tous ceux qui ne disent pas comme moi sont des imbéciles ». C'est radical et en fait en France on a historiquement à tous les niveaux on a une relation avec tout ce qui touche à la radicalité dans les opinions qui est très très spécifique et j'espère que je pense que ce qu'il faudrait c'est que voilà, Didier Raoult n'est pas un vrai obsédé. Ouais. Excuse-moi, il y a un décalage dans le son en fait. Ouais. C'est difficile. Non, la pondération en France n'est pas une qualité. C'est pas. C'est vrai que c'est un problème de pondérer nos opinions. On a. Ouais. Vas-y. Moi, ce que j'espère, c'est que la popularité qu'a Didier Raoult aujourd'hui commence à être modérée dans ses propos, beaucoup plus modérés que ce qu'il était. Il commence à être un petit peu plus prudent. Ça serait bien, à mon avis, alors je ne sais pas si ça pourra vraiment changer les choses, mais qu'il fasse, pas nécessairement mea culpa, parce que ce n'est pas tellement ça la question, mais qu'il restaure quand même un petit peu la légitimité des comités scientifiques, de dire que lui, que les autres, que tout le monde peut se tromper, que ça arrive. Il y a une différence entre se tromper et être malveillant. Et peut-être que c'est lui qui a raison.
et peut-être que tous les médecins se sont trompés. Mais entre sous-entendre que... alors, c'est plutôt Perron qui a été très loin là-dedans. Elle a toujours été plus dans le sous-entendu. Mais bon, disons que le message n'est quand même pas très, très différent. Supposer que ceux qui se trompent sont malveillants, il y a un problème avec ça. Selon moi, il y a un problème avec ça. La malveillance et la malveillance, la corruption et l'erreur, c'est pas la même chose. Et face à une épidémie aussi, face à une menace, un virus qui était aussi inconnu, faire des affirmations, c'était assez irresponsable. Ça a rassuré les gens, ils l'ont suivi, ça a radicalisé. Maintenant, ça serait quand même bien que il a fait partie des comités scientifiques. Il fait partie des comités éditoriaux, qu'il arrête de traiter tous les journaux de corrompus, de médecins de corrompus. Pas tous, c'est pas vrai qu'il ne traite pas tout le monde, mais tout le temps sous-entendre que ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, c'est soit des imbéciles, soit des corrompus. Ça serait bien qu'il fasse un petit retour en arrière en disant ok, on s'est tous un peu emballés. Peut-être qu'il peut rendre un peu la légitimité au comité scientifique en disant que ce n'est pas tous les comités corrompus. Ça va être compliqué parce que déjà, dès le départ, j'avais même oublié cette histoire. Dès le départ de ses affirmations, il y a eu toute une remise en question de sa pédagogie, de sa manière de se comporter avec ses employés. Enfin, tout ça, ça a ressurgi comme ça. Moi, je ne connaissais pas le personnage. Et c'est apparu très, très vite, cette chose-là. Donc, ça a l'air d'être un trait de caractère quand même qui est assez… Oui, et puis c'est répandu en science. Comment ? Ça s'est répandu en science. Les chefs charismatiques qui ont toujours raison, qui sont vénérés, des fois, ça vire à la fascination, à la vénération. Et ça, c'est rigolo parce que moi, j'ai été formé complètement différent. Quand j'étais à l'Institut Pasteur, j'ai été formé par une virologue qui s'appelait Françoise Thierry. Elle est à la retraite depuis. C'était rigolo parce que elle était diamétralement opposée au système des mandarins. Quand on faisait une réunion de labo, on s'asseyait, il n'y avait plus de hiérarchie. Un étudiant qui venait d'arriver, un chercheur qui était là depuis 30 ans, on exposait des arguments scientifiques, des arguments, des contre-arguments, et en fait, il y avait un pied d'égalité. J'ai vraiment été formé à ça, et c'est vraiment le système dans lequel je crois, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir une hiérarchie, des experts, l'expérience, tout ça, il n'y a absolument aucun doute que ça a une valeur. Maintenant, quand on parle de science, on peut se tromper, on peut être limite, on peut avoir fait des sophismes, on peut avoir fait des raccourcis. Il y a plein de biais qui peuvent arriver. Ça arrive à tout le monde. Les experts, on peut espérer qu'ils en font moins, mais bon, c'est pas à gagner. Mais le côté pied d'égalité, on écoute ce que les personnes ont à dire, peu importe leur âge, peu importe leur niveau de formation, c'est vital. C'est vital. Mais, à Pasteur, j'en ai pas donné de nom, mais disons qu'en fait, Didier Raoult, c'est pas des outsiders, on en a un paquet. Alors, avec les mêmes profils pédagogiques. Ouais. C'est fou parce que, moi, dans ma classe, par exemple, avec mes élèves, j'ai toujours dit, écoutez, ce que je vous affirme là, mais ça peut être faux dans 10 ans. Donc, et garder ma parole, je n'ai pas une sainte parole. Vous écoutez et gardez un œil critique. Tout ça, ça peut être remis en question. Et garder cet œil-là. C'est juste fondamental. C'est ce qui me dérange le plus. Mais après, c'est mon point de vue d'enseignant, mon point de vue de pédagogue et des générations futures, de ce qu'on va transmettre aux générations futures. Ouais, la méthode scientifique, elle perdurera. Il n'y a aucune chance que ça disparaisse. Oui. La méthodologie, elle a fait ses preuves et à l'arrivée, c'est ça qui reste parce que ça permet de créer des connaissances, de générer des connaissances qui sont vérifiables. Si demain, il y a un cataclysme et qu'on perd la quasi-totalité ou la totalité des connaissances scientifiques, si on garde la méthode, on arrivera à retrouver les mêmes… ça ne sera pas associé au même nom, mais on retombera sur l'évolution, on retombera sur tous les mécanismes qu'on a élaborés parce que ça fonctionne. À l'arrivée, c'est ça qui est le dernier mot, c'est que la science et la méthodologie fonctionnent. Alors, j'ai une question du petit Lionel qui nous demande où est-ce qu'on en est par rapport au vaccin, au niveau de la recherche sur le développement du vaccin et justement les questions qu'on pourrait se poser au niveau de la recombinaison du virus, la mutation du virus et l'efficacité de ce vaccin à long terme.
C'est une très bonne question. Alors, j'ai des chiffres. Alors, je vais vous dire, parce qu'on a eu une réunion hier. Alors, en ce moment, dans le monde, il y a plus de 200 projets de vaccins qui sont en cours actuellement. En France, on a identifié 21 projets qui étaient éligibles pour des financements et il y en a 16 qui sont évalués en ce moment. Alors, il y a des approches vraiment diverses, des approches peptidiques, des approches de virus recombinants, des virus chimériques, des virus atténués. J'ai bon espoir, parce qu'on n'a jamais mis autant de moyens simultanément à essayer de trouver et à partager ce qui paraît être à partager vraiment les connaissances, parce qu'habituellement, on a tendance à garder un petit peu son truc, et puis dans le but d'avoir un brevet, d'avoir un truc. Là, il y a la vraie communication là-dessus. Donc, le projet du vaccin, ça avance. L'OMS a accepté de réduire les conditions habituelles, donc la rigidité, là, pour le coup, ça s'est bien assoupli pour les phases 1, phase 2, phase 3, pour pouvoir avoir un vaccin qui fonctionne, qui soit sûr. Donc, les choses, elles vont vite. J'ai vu des prévisions qu'il y en aurait peut-être en octobre, peut-être en 2021. Bon, pour le moment, on n'en a pas encore qui fonctionnent réellement, mais ça avance très très vite. Donc moi, j'ai assez bon espoir. Ça avance aussi vite que les repositionnements du médicament. On va finir par trouver quelque chose, mais peut-être que l'année prochaine, ça sera juste un mauvais souvenir. J'ai des doutes là-dessus, vu la tête des courbes, mais bon, peut-être. Mais en tout cas, les vaccins, ça avance. Ça avance de tous les côtés. Il y a des stratégies sur les protéines spike du virus. Il y a des stratégies vaccinales. Alors après, il va y avoir des stratégies vaccinales aussi, parce que les personnes qui sont les plus touchées sont les personnes âgées, qui sont aussi celles qui s'immunisent le moins facilement. Donc du coup, il va falloir avoir des stratégies. Avant que le vaccin soit disponible partout, il y aura probablement des stratégies de vaccination pour protéger la population à des endroits clés pour essayer de contrôler les choses. Mais voilà, je ne sais pas quand ça va arriver, mais ça arrivera. 200 projets, à un moment donné, il y en a qui vont marcher. C'est sûr. Ça marche. Il y a d'autres questions ou pas Non, moi, j'ai pas d'autres questions. Après, 1 milliard de questions, mais bon... je sais pas, tu penses quoi de l'application Stop Covid? Est-ce que pour toi... Alors, on a eu l'équivalent ici à Singapour. Alors, à Singapour, pourtant en Asie, c'est beaucoup plus... les gens suivent beaucoup plus ce qu'on leur recommande. Si je me base sur celle de Singapour que je connais mieux, c'est efficace que si à partir de 60% de la population qui l'a installée. On n'a pas réussi à les atteindre à Singapour. Je pense que c'est mission impossible en France. À Singapour, je crois qu'on a atteint 20%, quelque chose comme ça d'installation. On n'y est pas arrivé et je pense qu'en France, ça sera pas possible. Ça peut être efficace, mais les gens sont paranoïaques, ils ont peur des données, ils ont peur de créer un précédent. À mon avis, le scepticisme il est trop grand. Je ne pense pas que théoriquement, ça peut être très efficace, mais il y a peu de chances pour que ça fonctionne. Ici à Singapour, ce qu'on a fait, c'est dès qu'on rentre dans un bâtiment public, ils ont mis des codes barres à l'entrée, on a une application, on fait un tag. Quand on rentre, on fait un check-in, on fait un check-out quand on sort, et du coup, on n'a pas le droit de rentrer dans le bâtiment ici. Ça pour le supermarché, pour tout. Donc, c'était pour contrebalancer le fait que l'application n'a pas marché, parce que ça fonctionne. Le système qu'avait mis Singapour en place pour surveiller la population, pour identifier les clusters, là, je dois avouer que j'étais extrêmement sceptique au début et ils m'ont véritablement impressionné. Ça a vraiment marché. Dès qu'il y avait un cluster, ils ont identifié toutes les personnes qui avaient été en contact dans les endroits qu'ils étaient qu'ils ont été à la gym ensemble et tout, en mettant ce qu'ils appellent des stay home notices, en distribuant des obligations à rester à la maison, en étant très très dur sur ceux qui les respectaient pas. Et ça a fonctionné pendant un moment. La raison pour laquelle ça a décollé ici, ça a été quand les frontières ont fermé et que Singapour a fait rapatrier les Singapouriens, les étudiants, tout ça qui était un petit peu de partout. C'est arrivé avec la population importée. Là, ça a été difficile de le contrôler. Ça a démarré, mais ça a été très vite ce contrôle aussi. On a fait un confinement. On a eu des malades dans les dortoirs où il y avait les travailleurs qui
qui habitaient, là, ça a été, c'est là qu'il y a eu 99% des cas, donc ça a été isolé et tout, mais la population a été assez préservée. Mais le traçage, Singapour a prouvé qu'il y avait énormément de potentiel là-dessus. Mais basé sur une application qu'on installe, ça marchera pas, je pense. Terminer par une dernière question qui fâche un peu. Est-ce que tu penses, ou est-ce qu'on peut considérer que le gouvernement est coupable en quelque sorte, ou a une part de responsabilité très forte dans ce qui s'est passé et dans la gestion? Est-ce qu'il y a une grosse tentative bon, il y a une récupération politique bien sûr, mais est-ce qu'on peut considérer que le gouvernement aurait dû faire mieux? Est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Je sais pas. Oui, je pense. Il y a très clairement eu des erreurs qui ont été commises avec les masques. Alors c'est un point qui est très important et je pense qu'il faut l'analyser honnêtement sous plusieurs angles différents. Donc la première chose, les masques, on n'était pas prêts. On aurait dû l'être, mais comme je disais, les gouvernements en Occident pensaient que ce n'était pas possible. Il y a eu, avec les masques, il y a eu un petit peu le spectre de la carrière politique de Roselyne Bachelot qui est venue un petit peu hanter cette histoire, parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y a H5N1 qui avait, quand l'épidémie qui était partie du Mexique, qui a commencé à se répandre, l'OMS avait mis des alertes, tout ça, donc elle a fait ce qu'il fallait, elle avait commandé énormément de masques. Dès que le vaccin était prêt, elle a commandé 90 millions de doses. À l'époque, on ne savait pas s'il allait falloir une dose ou 2 doses pour immuniser les gens. Elle a commandé 90 millions de doses, une dose et demie par Français. L'épidémie s'est arrêtée. C'était pas rien. C'était le retour de la grippe espagnole à la base. C'était cette souche-là. Donc, elle s'est faite exploser par l'opinion publique, l'opposition politique nous disant on est en pleine crise, elle a dilapidé l'argent public. Je pense que politiquement, ça a traumatisé tous les politiques qui sont devenus extrêmement frileux quand il y a une nouvelle annonce sanitaire qui arrive, qui annonce un nouveau virus qui va se répandre à la population. Ils ont été, on va attendre de voir. Et du coup, comme ils n'ont pas cru que ça allait se produire, et qu'en même temps, ils avaient l'exemple de Roselyne Bachelot qui avait été sacrifiée justement avec l'opinion publique et avec les politiques qui ont fait leur travail d'opposition. Donc personne n'a voulu reproduire ça. Donc je pense qu'il y a eu un aspect qui a été important là-dedans, qui était celui-là. Ensuite, il y a un truc que je ne m'explique pas, là-dessus Didier Raoult a absolument raison, ce sont pour les tests. Les tests. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas testé massivement? C'est un test PCR, c'est 2 amorces, on fait ça, donc c'est la PCR en réel. On sait faire, c'est vraiment basique. Alors, je pense que c'était justement les labels, avoir les autorisations, avoir tous les trucs. Lui, il ne s'est pas posé la question, il a commandé les primeurs, il a séquencé en masse. Je pense que ces tests n'étaient pas des tests commandés, officiels, carrés, et tout ça, parce qu'il n'y en avait pas, il a fait les siens. Et là-dessus, il avait raison, parce que le politique de tests massifs, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui a fait la différence ici, c'est ce qui fait la différence dans beaucoup d'endroits. Ça et les masques. Donc, je pense qu'on a eu une rigidité administrative qui a été trop forte avec ces tests. Et donc, selon moi, là, il y a une erreur politique et ça ne s'est pas trop débloqué. Donc, ça ne s'est pas débloqué assez vite. Je ne sais même pas où elle en est la situation en ce moment. Je sais qu'il y a des stratégies maintenant de tests beaucoup plus qui veulent le rendre très large, parce que une des rigidités, là, il y a un double problème. On veut rendre massif le dépistage, ce qui est une bonne chose, il faut le faire. Et alors, un des problèmes, c'était qu'il fallait passer par le médecin, ensuite aller dans les centres. Et on s'est dit, bon, on va essayer de faire des tests de dépistage sur des parkings, sur des trucs un peu plus accessibles, parce que bon, il y a 70 millions de Français, quoi. Donc, il va falloir tester, mais ça prend du temps. C'est en raison de 400 000 tests par semaine, ça prend 3 ans. Donc, il faut y aller, quoi. Et en fait, les essais qui ont été faits sur les parkings, d'approcher les gens sur les gens ne trouvent pas ça sérieux. Et en fait, ils ont l'impression d'avoir un test au rabais
quand il s'agit de faire ces tests-là. Alors, du coup, il y a d'autres approches qui sont mises en place, des approches immunologiques, on essaie de faire des PCR beaucoup plus rapides. Donc, il y a beaucoup d'innovations qui sont en train d'être mises en place là pour les tests. Et pour ce qui était au cours de la première vague, ouais, je n'explique pas pourquoi le gouvernement n'a pas rendu des choses beaucoup plus flexibles, essayer de dépister massivement, parce que détecter que les cas graves, après que les données soient arrivées, qu'il y avait des porteurs sains, on n'avait pas encore la proportion de combien, mais on savait qu'ils étaient là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de compétences sur le plan scientifique, quoi? Je veux dire, on est face à… je crois qu'il y avait en termes de données statistiques, j'avais vu que 95% des hommes politiques ont une formation scientifique. 5% seulement des hommes politiques ont une formation scientifique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de compétences en termes de culture scientifique? Oui, et Stéphanie, dans le chat, nous parle aussi de rigidité administrative. Oui, alors, oui, absolument. Pour la compétence, honnêtement, je pense que lorsqu'on met un ministre et, je veux dire, c'est un manager, c'est bien qu'ils connaissent le secteur dans lequel ils travaillent, mais bon, il y a un conseil scientifique dont qui a totale confiance là-dessus. Est-ce qu'ils ont été écoutés? Parce que à l'arrivée, c'est ça. Qu'est-ce qui a été dit? On ne le saura probablement jamais parce que c'est secret. Mais est-ce qu'ils ont vraiment été écoutés? Parce que un ministre ne peut pas tout savoir. Un président, un premier ministre ne peut pas tout savoir. C'est là que rentrent les conseillers et les experts. Les experts, malgré ce qui a pu être dit hier, les experts du conseil scientifique, je peux vous assurer, c'est tout sauf des rigolos. C'est des vrais bons, des vrais acteurs du secteur. Et je ne m'explique pas. Sérieusement, je ne comprends pas la politique de test. Là, ils sont en train de revoir les choses, de vraiment améliorer, d'essayer d'augmenter. C'est vital parce que c'est comme ça qu'on va réussir à contrôler les choses. Tant que le vaccin ne sera pas en place ou qu'on n'aura pas un traitement vraiment efficace, il va falloir dépister. Très bien. Bon, écoute, je pense qu'on a déjà vu, on a fait une heure et demie, même plus, on a fait plus d'une heure et demie. Je pense qu'on a à peu près, on a vu pas mal de choses. On reste en contact. Absolument. Et puis, si tu as des informations à diffuser et qu'on peut diffuser, voilà quoi, n'hésite pas. Et merci pour cet échange. C'était très, très intéressant. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et puis, au plaisir de se rencontrer peut-être un jour à Singapour. Plus avec plaisir. Alors, ça fait un peu long. Guadeloupe, Singapour, ça fait un peu long. Ça fait un peu long. Mais bon, ça se fait. Mais il va falloir attendre un peu, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup. Ok, avec plaisir. Merci à vous. Au revoir. Allez, à bientôt. Allez, salut. Ciao.